Shabbat Tov à tous et bienvenue à ce Melave Malka, Parashat Mishpatim, et surtout le début du mois de Hadar, ce mois qui est censé être plein de simcha. Juste commencer avec une courte histoire, puisque ce matin on a lu Verapo Yerapé, que comme Rashi dit, la Torah a donné la permission au docteur de guérir. Il y a une histoire tout à fait incroyable qui est arrivée au Rav Yechiel Ziskind, qui était à l'époque un bachour, étudiant à la yeshiva. Et il a attrapé, en 1955, l'année où le vaccin contre la polio est sorti, il a attrapé cette fameuse maladie qui a touché énormément de gens à cette époque. Et pour ceux qui connaissent un peu cette maladie, il faut parfois mettre les gens dans ce qu'on appelait un poumon d'acier. Et on l'a mis dans ce poumon d'acier. Le docteur annonçait qu'il allait vivre seulement quelques heures, 12 heures. Et quand on en a fait part au rabbi, le rabbi a dit il va survivre au docteur. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, en restant un peu plus à l'hôpital, le docteur a lui-même attrapé la maladie et il en est décédé. Et quelques temps après, le rabbi a dit clairement à sa famille qu'il pensait qu'il allait pouvoir survivre, et non seulement survivre, mais guérir complètement. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques temps après, il est revenu, certes en chaise roulante au 770, quand le rabbi l'a vu dans le couloir, il l'a tout de suite invité à rentrer dans son bureau. Et le rabbi a commencé à discuter avec lui. Il lui a dit qu'il pensait qu'il allait guérir, etc., etc. Et le rabbi lui a dit alors, c'est le moment de s'occuper d'un shidour. Alors, il a demandé, mais tout de suite, il a dit non, tout de suite, il est 1h moins le quart du matin, je ne pense pas que ce soit le moment de s'occuper, mais demain matin, la première chose que tu dois faire, c'est t'occuper d'un shidour. Et c'est ce qu'il a fait. Et le lendemain, il a pris contact avec quelqu'un, il a rencontré une femme, il a réussi à fonder une famille, etc. Bon, le message est simple. Verapo Yerapé, il faut écouter les docteurs, il faut faire ce que les docteurs nous disent, certes, mais ne pas oublier que celui qui a la seule capacité, la seule possibilité de guérir tous les malades et qui donne la force au docteur de pouvoir nous guérir, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Sans plus attendre, je vais donner la parole à notre invité de ce soir, Monsieur Lubeki, qui va nous partager ses souvenirs chez le Rabbi, etc. Monsieur Lubeki. On ne vous entend pas, il faut que vous activiez le micro. On ne vous entend pas. On m'entend mieux là? Parfait. Shabbat Tov, Chodesh Tov. En tant que je ne suis plus membre de la jeunesse Babiche, mais de la vieillesse ou Babiche, je me suis permis de vous raconter ma vie. On m'a demandé de raconter mes années chez le Rabbi, mais avant ça, je voudrais raconter ma vie. De là, on voit les plans de Dieu qui étaient déjà prévus longtemps à l'avance et que le Rabbi les connaissait. Mon père m'a raconté, mais il m'a raconté très tard quand j'étais religieux. Mon père m'a raconté que quand il était jeune homme, il était en Pologne. C'était avant le service militaire. Bon, ce service militaire en Pologne, le service militaire, c'était quelque chose de très dangereux. Et c'est pas tout le monde qui sortait vivant, surtout les Juifs. Et mon père, il était dans la forêt, il a vu un vieux Juif qui était en train de couper du bois. Mon père, il lui a pris sa hache et il a aidé à couper le bois. Alors ce vieil homme, ce vieux Juif, il l'a béni. Alors mon père lui a dit, donne-moi une bénédiction parce que je sors vivant du service militaire. Et cet homme-là, ça s'est avéré par la suite, on a su qui c'était le prof Ephraim.
Alors, le professeur Haïm, il a dit à mon père, non seulement tu sortiras vivant, mais tes enfants, ils seront des blétorats. Parce que c'est pas de moi que ça parle, mais ça parle de mes petits-enfants. Ou de mes enfants, plutôt. Et plus tard, mes parents, ils sont mariés, ils ont habité à Sosnowitz. Sosnowitz, c'est à 18 km d'Auschwitz. C'est-à-dire que mon père était pris dans les premiers, il a été pris par les nazis à Auschwitz. Mais comme au début, c'était pas encore très fort, la sécurité n'était pas si bonne, mon père a réussi à s'enfuir. Mais les Allemands, ils ont réussi à le retrouver. Et avec ma mère, sa femme, ils ont séparé les hommes des femmes. Et au moment de leur séparation, mon père, il a crié à sa femme, à ma mère, il lui a crié, après la guerre, on se reverra, on se retrouvera en France. Pourquoi la France? Parce que pour eux, la France, c'était le pays de la paix. Et ma mère, tout de suite, elle lui a demandé, où ça en France? Il a dit au nord de Paris. Et tous les deux, ils ont été pris, chacun de leur côté. Ma mère, comme elle était dentiste, qu'ils avaient besoin des dentistes, elle a travaillé dans un camp de travail, juste à côté d'Auschwitz, ça touchait Auschwitz. Et bon, elle vivait, par rapport aux autres juifs, elle vivait bien, c'est-à-dire qu'elle avait à manger, elle était habillée, elle ne souffrait pas tellement du froid, etc. Et beaucoup plus tard, elle a réussi à sortir d'Auschwitz. Et elle avait un frère qui habitait à Berlin, M. Heller, certains l'ont connu, qui était président de la rue Pavée. Lui, il avait une très grande usine d'imperméables à Berlin. Et quand il a senti que c'était la guerre, il a réussi à s'enfuir, il s'est enfui en France. Il a beaucoup souffert quand même en France, il fallait se cacher, etc. Mais tout de suite, vers la fin de la guerre, il a trouvé une ambulance, un goy qui conduisait une ambulance et qui a été d'accord de retrouver ma mère, qui était avec ses sœurs d'ailleurs, côté d'Auschwitz. Et il les a emmenés, il a fait tout un voyage malgré les nazis qui étaient un peu partout, et il les a ramenés en France. Et bon, ma mère, après, elle a eu de l'argent par mon oncle, justement, son frère, et elle a pu vivre, elle a habité au nord de Paris, 89 rue Béliard, c'est à côté de la porte de Clignancourt. Et voilà. Et mon père, lui, il était imprimeur. Et il a travaillé comme imprimeur à Auschwitz même. Et bon, il a moins souffert que les autres, mais il a quand même beaucoup souffert. Il a eu quand même des tortures, mais moins que les autres. Et il a fait des fausses cartes, puisqu'il était imprimeur, il arrivait à faire des laissez-passer. Et comme ça, il y a quand même eu pas mal de juifs qui ont pu sortir des camps. Il a réussi à faire des matzot pour dire Sidim, qui était là-bas des matzot de 1 cm sur 1 cm pour Pessah. Et quand son jour il fut arrivé qu'il devait être dans les fours crématoires, il devait signer, les nazis faisaient signer les gens qui rentraient dans les fours crématoires. Mon père, il savait tout ce qui se passait à Auschwitz, il savait qu'il allait mourir. Et il a risqué le tout pour le tout. Il a attendu qu'il y ait un juif qui a voulu se suicider, qui s'est lancé dans les barrières électrifiées. À ce moment-là, le courant s'est arrêté. Et mon père est sorti avec un laissez-passer qu'il s'est fabriqué lui-même. Et il a pu sortir. Il a rejoint sa maison qui était à 18 km de là. Et avec la complicité de ses voisins, des Polonais goy, qui l'ont nourri, qui l'ont donné des vêtements et tout. Et il s'est échappé, il a pris le train, il s'est échappé sous les wagons. Et il est arrivé comme ça, il est arrivé en France, il est arrivé à Paris. Quand il est arrivé à Paris sans le sou, sans rien, il a quand même cherché un appartement, voir s'il y avait des appartements de libre, avant de vouloir chercher du travail. Et il a fait du porte-à-porte. Il est parti dans le nord de Paris. Il est arrivé dans ce 89 rue Béliard. Et là, il a demandé à la gardienne s'il n'y avait pas un appartement de libre. Et juste à ce moment-là, ma mère, elle est descendue de chez elle, habitait au 4e étage, elle est descendue chercher le courrier et ils se sont retrouvés. L'un et l'autre, ils ne savaient pas que leur conjoint était vivant. C'est un grand miracle.
J'ai vécu dans cet appartement-là du 89 rue Béliard avec ma sœur très longtemps. Mes parents ne voulaient pas quitter cet appartement-là. Et on a été dans une synagogue du quartier, la rue Saint-Isor, au 18e. Et là-bas, il y avait, enfin, mon père il a pris une place, il priait là-bas tous les Rosh Hashanah Yom Kippour. Il a payé sa place. Et sa place, on voit comment la Ashgar Pratit elle est, sa place était juste à côté de M. Pachter, le père de Paul Pachter, Pinchas Pachter. Et moi, j'ai vécu tout petit sur leurs genoux, de l'un et de l'autre, Pachter, mon père. Et le Chazan, c'était M. Levin, Hassid Lubavitch, le beau-père de Blum, l'oncle des Batuzov. Il avait une voix merveilleuse, une voix extraordinaire. À l'époque, la synagogue était polonaise. Et le rabbin, c'était le rabbin Isabert, le rabbin José Isabert qui faisait des émissions à la télévision. Mais la voix de M. Levin, c'est une voix que je n'oublierai jamais. Et surtout qu'à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, il chantait Sana Tokef. Et à ce moment-là, toute la choule pleurait. Tous les Polais, c'est facile, les Polais ils pleurent facilement, mais quand même, toute la choule pleurait. C'était vraiment très, très émouvant. Plusieurs fois, Moulay m'a demandé, comme maintenant je passe tous mes Yom Kippour, je passe à Flandre. Moulay me demandait comment ça s'est passé à Flandre, est-ce que c'était bien et tout. J'ai dit, Moulay, maintenant je ne ressens plus rien. J'étais chez Rabbi, c'était pas mal. J'étais au 17, c'était extra. Mais un Yom Kippour, comme j'ai passé à Saint-Isor avec M. Levin, j'ai jamais ressenti autant. Bon, j'étais pas le seul. Là-bas, il y avait Daniel Sandler qui priait là-bas. Et bon, il y a eu d'autres gens. Et Daniel Sandler dirigeait un office le vendredi soir pour les jeunes. Et j'allais là-bas. Et un jour, je faisais partie des éclaireurs israéliens de France, à Saint-Isor, et avec Menachem Amar et d'autres. Et un jour, il y avait une activité. J'étais dans Israël Nashim là-bas, un dimanche. Et j'ai vu un mariage en bas, dans un chou des hommes. Il y avait un mariage. Alors j'ai regardé, et c'était Paul Pachter qui se mariait. C'était, je vais dire, une coïncidence. Paul Pachter qui se mariait, je le connaissais. Paul Pachter, c'était quelqu'un que son père et ses parents étaient très, très religieux. Mais lui, il a fait les mouvements de jeunesse juive. Et après, il a été dans la politique, il a fait le communisme, marxiste-léniniste, il était très actif et tout. Et j'ai été étonné de voir à ce mariage, il avait une barbe et tout, vraiment un religieux complet. Après, j'ai su que c'était M. Levin, qui lui sortait de Russie. Enfin, après, il est passé au Maroc, mais il était en Russie. Il a parlé vraiment du communisme, et c'est ça qui a changé Pachter, et qui est devenu, après, il est devenu Chabad. Et Paul Pachter, il m'a demandé de compléter un jour, il m'a demandé de compléter un minyan rue Duc, 5 rue Duc. C'était la choule de son grand-père, qui était très religieux. Et bon, il m'a beaucoup parlé, il m'a parlé de Chsidut et tout. Et après, on s'est quittés. Et Dieu, il a fait que quand on s'est quittés, on a pris chacun un chemin différent, mais on s'est retrouvés après en chemin. Et il m'a dit, il m'a demandé où j'habitais et tout, je lui ai dit. Et lui, il habitait à Saint-Ouen. Il m'a dit, écoute, viens chez moi, c'était Shabbat. Et il m'a dit, viens chez moi, on va prendre un thé ensemble et tout. Et bon, il a insisté, finalement, j'ai été. Et c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui faisait Shabbat. Je connaissais des gens je savais qu'il y avait plein de gens qui faisaient Shabbat, mais j'avais jamais vu. Il n'y avait pas de lumière chez lui. Dans le couloir en bas, de l'escalier, il n'y avait pas de lumière. J'ai voulu allumer, il m'a dit non. Et j'ai vu que chez lui, il touchait à rien et tout. C'était la première fois que je vois, il ne m'attendait pas. Il ne savait pas que j'étais là et il faisait Shabbat. C'était pas de l'hypocrisie, c'était sincère. Ça m'a beaucoup travaillé. Il y a eu une autre ashgacha, c'est que dans 89 rue Béliard, en 1962, il y a une famille qui s'est installée dans une rue à côté, rue Gustave René. Mais la fenêtre, les fenêtres de ce bâtiment, ils faisaient vis-à-vis de mon bâtiment. Et un jour, je ne sais pas si c'est moi qui ai vu, mes parents,
on a vu qu'il y avait des bougies allumées un vendredi soir. Alors, on a compris que c'était des juifs. Et alors, on a voulu faire connaissance, on a fait connaissance. C'est la famille Mergui, parents de Yosef, Binyamin, Yeshua, etc. Et Madame Mergui, elle a essayé de convaincre mes parents que j'aille dans une école juive. Mes parents ne voulaient pas parce qu'il fallait prendre le métro jusqu'à Yannais. J'avais 12 ans. Mes parents, ils ne voulaient pas que je prenne le métro tout seul. Alors, il y avait un fils de Mergui que la plupart des gens ne connaissent pas, Maurice. Il s'est porté garant. Il m'a dit qu'il m'emmènerait, lui, il allait à Yannais. Il m'a dit qu'il m'emmènerait tous les jours. Il m'emmènerait à Yannais. Et donc, mes parents, ils ont accepté. Et ça n'empêchait pas que j'étais toujours pas religieux. Mais comme j'avais toujours contact avec Pachter, un jour, il m'a emmené en voiture, il m'a emmené à Brunois, un dimanche après-midi. Et là, à Brunois, quand on rentre dans les Shiva, il y a une fenêtre, vis-à-vis. Et là, il y avait Moulet, qui avait 17 ans à l'époque. Il étudiait à cette table-là. Et ça fait que quand n'importe quel inconnu, il arrivait à la Shiva, Moulet le voyait par la fenêtre. Et donc, il se levait, il allait l'accueillir. Et ce fut mon cas. Il m'a accueilli et par la suite, j'allais tous les dimanches après-midi à Brunois. On apprenait le Tania du jour. Je ne savais pas lire sans voyelle à l'époque. Et c'est grâce à ce Tania que j'ai pu apprendre à lire sans voyelle. Parce que je photographiais les mots. Parce que mon livre me demandait de suivre avec le doigt. Mais je n'arrivais pas à suivre le doigt parce que je ne connaissais pas les mots. Mais je photographiais les mots. Et quand je voyais par exemple le mot Israël, alors tout de suite, je mettais mon doigt sur le mot Israël. Et comme ça, j'avais photographié pas mal de mots. Et comme ça, j'ai appris à lire sans voyelle. En apprenant avec le Tania. Après, Moulet m'a appris mon Teilim. Il m'a traduit. Mon Teilim, c'était le 16e. J'avais 15 ans. Tam les David. Et il m'a dit de lire ça tous les jours. Ce que j'ai fait. Et ensuite, on faisait une sikha, c'était des sikhotes vertes. Je ne sais pas si les gens y connaissent, c'est les premières sikhotes qu'on avait, notypées, mais très, très simple et très, très avoda. Après, on avait un petit goûter que la yeshiva distribuait, soit c'était une pomme, soit c'était une orange. On m'a appris à ouvrir les pommes sans couteau. Et après, j'allais à la table qui était à côté, c'était Yitzhak Manov. Et avec lui, j'apprenais un peu la Gemara. Mais j'ai appris aussi, avec Moulet, j'ai appris aussi une ou deux versets de Chumash du jour. Mais en fait, on avait beaucoup de discussions. Moulet discutait beaucoup. C'est sa méthode, hein, qu'il nous a enseigné après pour faire ça, pour parler avec quelqu'un, partir à propos d'un verset de la Torah et discuter après avec lui. Et comme ça, Moulet me demandait, il savait tout sur moi. Il me posait plein de questions. Il m'a demandé si je mangeais cachère. Je dis oui, bien sûr, je mange cachère. Tu as un boucher en bas de chez toi? Non, oui, enfin, j'ai un boucher. Cachère? Non, on n'a pas bouché, mais ma mère cachérise. Comment elle cachérise? Et je lui ai raconté comment ma mère cachérisait. Ma mère cachérisait avec tous les durimes possibles, mais c'est de la viande qui était achetée chez un boucher Goy. C'est-à-dire pas de shrita, rien du tout. Je ne savais pas, je pensais que je mangeais cachère. Oui, elle a rigolé. Par la suite, il y a eu d'autres gens qui sont arrivés. Il y avait Simon Volika, il y avait Abraham Attal. On avait un cours pour plusieurs. On parlait même de l'existence de Dieu. On avait tous plus ou moins des problèmes. Est-ce que Dieu existe ou pas? Et c'est extraordinaire comment Moulet répondait. Il m'a montré Rolot Alvavok, il montre comment un singe, il ne peut pas écrire un livre, même s'il renverse une bouteille d'encre, ça peut pas former des mots, etc. Il nous parlait de Spinoza, où il avait une connaissance extraordinaire. Je ne sais pas d'où il a eu toutes ces connaissances drôles, mais vraiment, c'est étonné. Il m'a expliqué qu'est-ce que c'est Spinoza et tout. Et vous avez une maturité extraordinaire, impressionnante. Quand Moulet m'a demandé quel âge que tu crois que j'ai, je lui ai dit, je ne sais pas, moi, 45 ans. Il avait 17 ans. Et il a rigolé, il a dit pas du tout, mais il avait une très grande maturité.
Et en plus, un physique très. Vous connaissez. Et une fois, j'ai mon premier Shabbat plein, Moulay m'a demandé de passer un Shabbat à Yeshiva, à Brunois. Je suis parti de bonne heure de l'école, mais Shabbat était très proche. J'ai pris le train, et le train, pour aller jusqu'à Brunois, il a eu un problème. Je ne me rappelle plus lequel, mais il a dû s'arrêter en pleine campagne. Je ne sais pas combien de temps, si une demi-heure, une heure, je ne me rappelle plus du tout. Mais voilà, Shabbat était tombé. Et moi, je voulais faire Shabbat pour la première fois. Je voulais faire un Shabbat complet. J'avais pris des bonnes décisions et tout. Et je me retrouve avec mon cartable de l'école dans les mains. Je vais quand même aller à Yeshiva. J'ai été là-bas. Et j'arrive, tout le monde était en train de prier. Mais le Mizrach était face à la porte. C'est-à-dire que quand j'ouvre la porte, tout le monde me voyait. Tous les gens qui priaient, ils me voyaient avec mon cartable et tout. Bon, et tout de suite, il s'est levé, il s'est précipité vers moi. Et il m'a emmené dans ma chambre. On m'a dit de poser mon cartable et tout. Je dis à Moulay, j'ai honte. Je peux pas rester là, j'ai trop honte. Et Moulay m'a dit, tu sais, moi j'ai toujours fait Shabbat. Et tu vois, Rav Nissan, le Rav de Shiva, il a toujours fait Shabbat. Mais toi maintenant, tu feras plus, tu feras Shabbat comme il faut. Là, tu n'as pas fait Shabbat, maintenant tu vas faire Shabbat comme il faut. C'est donc tu vas faire Tchouva. Tu as un niveau encore plus grand. Donc, par la suite, il y a eu, j'allais dire, deux groupes qui se sont formés. Un groupe où on les donnait des cours à un mouvement de jeunesse juive, Tikvatenu, à Orly, qui ont formé tous ces Sidnet, etc. Et il y avait Pachter qui donnait un cours au Duc. Et Moulay, en tant qu'étudiant, il venait de temps en temps, il venait à la rue Duc, et on avait des Fabregan à la rue Duc, avec Moulay. Des petits Fabregan, à l'époque, il ne fallait pas boire plus d'un leur caïm, un petit verre. Mais bon, il y avait une très, très bonne ambiance. Donc, par la suite, il y a eu d'autres Fabregan, mais ce n'est pas fait par Moulay. Il y avait un Fabregan 80 rue Saint-Antoine, pardon. Et là, c'était que l'adage, que les gens, les Yersidim qui étaient là. C'est Rav Gordeski qui parlait pendant des heures entières en yiddish. Je ne comprenais rien du tout. Mais à l'entrée, il y avait Rav Hillel, le père de Moulay, qui était là. Il y avait une petite table. Quand on rentrait, après, il voyait que les gens qui n'étaient pas Chabad, et il leur donnait une petite boîte de Dakar, une petite boîte rouge qui venait de Copenhague. Et à d'autres, il leur donnait un taï katan, comme moi. Et voilà, il m'a dit de rentrer, je suis rentré. Et comme je ne comprenais rien, au bout de quelques minutes, je suis sorti, il m'a dit où tu vas. Je sors, je ne comprends rien du tout. Alors, il m'a raconté l'histoire. Il m'a dit qu'il y avait un juif une fois, que lui était sourd. Et toujours, quand son rave, il parlait, il poussait tout le monde pour être à côté du rave, et même près du rave, il se poussait pour mieux entendre. Et les gens lui ont demandé, mais pourquoi tu pousses? De toute façon, tu n'entends rien. Je dis, moi, j'entends rien, mais Manashama, là-haut, elle écoute. Elle entend. Et ça m'a donné la force après de pouvoir écouter les Fabregan du Rabbi, qu'eux aussi, le Rabbi parlait pendant 6 heures et je ne comprenais rien du tout. Il y avait des chidours à Brunois à l'époque. Et ça, c'était à 3h du matin, 3h15. On prenait le dernier train et on attendait 3h15 que le Rabbi parle. Et le Rabbi parlait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Fabregan. C'était des grandes fêtes comme Itet Kislev, Itbet Tammuz, etc. Mais le Rabbi parlait très très longtemps, plus de 6 heures. Je me rappelle, j'allais directement de Brunois au travail. Mais une fois, j'avais mis un magnétophone et je l'avais posé, je l'avais mis en place. Et juste avant que le Rabbi commence, je l'ai mis en route. Et seulement, il y avait un vieux de la Yeshiva, Aaron Yosef. Il s'est assis devant le magnétophone, il a mis ses bras croisés sur le magnétophone. Et moi, je croyais qu'il dormait dessus. J'ai pas osé enlever le magnétophone. C'est bête, j'ai voulu écouter le Rabbi et maintenant, je n'ai pas voulu le déranger. Et j'ai écouté le magnétophone, j'ai écouté l'enregistrement quand même quand je suis arrivé chez moi. Et on entendait la voix du Rabbi. Et de temps en temps, Aaron Yosef qui disait en yiddish, il disait, le Rabbi parle, le Rabbi dit de bouger, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dormir, on ne fait rien du tout, on est en train de dormir, et le Rabbi nous dit de bouger.
Ça, c'était assez émouvant. Comme je vous l'ai dit, j'étais à Yannais. Et chaque dimanche que j'allais à Brunoy, hein, vous voulez me demander comment ça va, tes études. J'étais en sixième. En cinquième, alors, je lui ai dit, j'étais en collège, j'étais avec les faibles, parce que je ne connaissais pas le collège. Mais bon, le prod, j'étais dans la classe normale. Et moi, il savait tout de moi. Il connaissait mes notes et tout. Je ne comprenais pas. Je dis, mais d'où tu sais, d'où tu sais? Oui, il savait tout. Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où j'ai su que sa sœur Dourin, elle était à Yamnay aussi, dans une classe en dessous. Quand j'étais en cinquième, elle était en sixième. Mais en collège, on était ensemble. Et donc, on se connaissait. Mais comme elle s'appelait Zisline et que Moulis se faisait appeler Asimov, pour moi, c'est deux personnes différentes, qui n'étaient pas de la même famille, je ne savais pas. C'est très tard, plus tard que j'ai su. En fait, Moulet, il savait tout. Je suis parti en colonie de vacances, je suis parti en Italie, à Rimini et tout. Moulet, il connaissait le moniteur, il savait comment je me conduisais et tout. C'est incroyable. Je peux dire qu'après, j'ai reçu, enfin, pendant ce temps-là, j'ai reçu aussi beaucoup de lettres du Rabbi. Parce que on écrivait à l'époque au moins une fois par an au Rabbi, on écrivait un petit peu avant le jour de son anniversaire pour recevoir une lettre au jour d'anniversaire. Et en général, le Rabbi répondait, en tout cas moi, il me répondait pratiquement tout le temps au jour de mon anniversaire. Aujourd'hui, exactement, ça fait 55 ans que le Rabbi m'a écrit. C'est la première lettre que j'ai, je ne sais pas si c'est la première lettre que j'ai reçue, mais c'est la première que j'ai en ma possession. Parce qu'avant, je me faisais domicilier parce que je ne voulais pas que mes parents qui étaient opposés et voyaient les lettres du Rabbi. Et donc, Rosh Chodesh Adar, en 1967, le Rabbi me répond pour ma lettre d'anniversaire, en réponse à ma lettre d'anniversaire. Le Rabbi dit, c'est sûr qu'il fait chitat, etc. C'est le texte habituel. Mais après la signature, le Rabbi dit exactement les mots, hein, en français, enfin, le Rabbi dit en hébreu, que je vais traduire, qu'il s'organise d'une façon qu'il doit manger que de la nourriture cachère. Ainsi, il serait bon qu'il voyage pour étudier à l'Yeshiva d'Exema ou dans une des Yeshivot d'Eretz Israël. Le Rabbi écrit Exema en lettres françaises et au stylo. Tout le reste, c'est tapé à la machine. Et c'était quand même assez bizarre. Pour moi, j'avais plein de problèmes parents. Pour moi, c'était impossible d'aller en Israël. C'est sûr que c'était impossible. Mais même Exema, bon, il m'a dit de toute façon, il faut partir avec Exema. C'est la première chose que le Rabbi te dit. Et il a écrit de sa main même. C'est un kadosh. Et donc, il faut aller là-bas. Et avant ça, il y avait M. Levin, le Khazan de Saint-Isor, qui connaissait bien Rav Rakin, le directeur, le Rosh Yeshiva d'Exema. Il lui a téléphoné. Il a dit qu'il faut prendre, ce parcours-là. Et donc, Rav Rakin m'a pris. J'étais là-bas et bon, j'ai appris comme j'ai pu. J'ai fait énormément de progrès. Un jour, mes parents, ils sont arrivés en colère. Mon père était très en colère. Il arrivait avec ses mains sans en prévenir et tout. J'étais prêt à faire un scandale et tout. Et dès qu'il m'a vu, il a vu aussi dans toutes les pièces, il y avait une photo d'Orchov Esraïm qui était là. Toutes les pièces. De la même façon que nous, on met une photo du Rabbi, là-bas, dans toutes les pièces, il y avait une photo de Orchov Esraïm. Et il s'est arrêté et du coup, il s'est beaucoup calmé. Ça lui a rappelé que Rav Esraïm, il avait la béni un jour. Donc, on voit comment la Shkarbatit, comment Dieu il a fait les choses et comment le Rabbi, il a su que c'est ça qui allait calmer mes parents, etc. Et en plus, mon père, il a parlé à Barakharkin, il lui a parlé en russe, un russe Litvak. Ça l'a beaucoup touché. Et donc, son comportement, il a beaucoup changé. C'était pas gagné, mais bon. Et bon, il y a beaucoup de choses comme ça. On faisait des fabriens. Il y avait quelqu'un, Simoni, celui qui a fait le foyer, le fils de celui qui a fait le foyer rue Médicis, le premier restaurant cachère à Paris, enfin, après la guerre, pour les étudiants. Et avec lui, on faisait des fabriens. On s'enfermait dans une pièce. Et après, les surveillants, ils tapaient contre la porte pour dire qu'on faisait trop de bruit, qu'on laissait nous rentrer et tout. On n'a jamais laissé rentrer.
Et bon, c'est là-bas que je suis devenu Lubavitch. Mouli m'a écrit des lettres. C'est dommage que j'ai pas gardé ces lettres-là. J'avais peur des parents, mais ça aurait été beau comme Mouli m'a écrit en français. Et comme ça, j'ai grandi. Je peux raconter une petite histoire aussi sur Exeba. Il y avait là-bas un vieux juif, un chassid, un Sanzer chassid de Sams, qui venait de temps en temps le Shabbat passer Shabbat à Exeba. Et j'ai appris avec lui aussi. Et après les Milagim de Sonde, parce qu'eux aussi ils ont un livre, un Milag de Sams. Et il m'a raconté une histoire. Il m'a raconté qu'avant la guerre, il avait prêté de l'argent à un Lubavitch, une grosse somme d'argent. Et il y a eu la guerre. Et depuis, il n'a pas eu de nouvelles de ce racine. Il ne sait pas s'il est vivant ou pas. Et il a attendu. Et un jour, il a eu une idée. Il a dit, le rabbi de Lubavitch, je dois connaître tous ces chassidim. Je lui ai demandé. Et il a écrit une lettre pour demander au rabbi s'il ne connaissait pas ce chassid-là. Et il était fatigué, il s'est reposé, il avait posé la lettre sur la table de nuit. Et avant, il a demandé à sa femme de la poster. Quand il s'est réveillé, la lettre était toujours sur la table. Et le téléphone, il a sonné. Il décroche. Et c'est ce chassid en question qui cherchait partout, qui cherchait depuis des années, qui lui téléphone. Il fait, voilà, j'ai eu du mal à vous retrouver. Et j'ai une dette envers vous. Et voilà, je voudrais vous la rembourser. Avant que la lettre soit envoyée, déjà, il avait la réponse du rabbi. Je suis parti très tôt d'Exeba, en vérité, parce que j'étais appelé pour les trois jours au service militaire. Et après, comme j'avais des problèmes avec les parents, je n'ai pas voulu retourner. Mouli me disait qu'il fallait retourner, mais je ne pouvais pas. Et plusieurs fois, Mouli m'a dit, tu vois, si tu étais resté avec Exeba, tu serais devenu un grand rave maintenant. Bon, ce n'est pas la question, mais bon, j'aurais dû. J'ai reçu d'autres lettres par la suite du rabbi. Le rabbi, pratiquement dans toutes ses lettres, le rabbi me disait de me marier. La première lettre qui m'a dit de me marier, il m'a marqué, c'était un jour qu'il y avait un Farmagan, je ne sais pas pour quelle occasion, rue de Huc, justement. Il y avait un Farmagan avec Moulé. Et j'avais reçu une lettre, j'étais tout content. J'ai écrit à Moulé, j'ai reçu une lettre du rabbi, Voilà que le rabbi me dit, après la signature, il m'a dit, Istadrout Tova Bekarov. Moi, j'ai regardé dans le dictionnaire, Istadrout, ça vient de mot Seder. Donc le rabbi me demande de me rendre un mot Seder. Moulé me dit, fais voir la lettre. Je lui montre. Son visage s'est figé, il est comme en colère. Il m'a dit d'abord qu'on a une lettre du rabbi, on ne le raconte pas à tout le monde. La deuxième chose, mais ça ne veut pas dire d'avoir un bon Seder. Mais je te parlerai après le Farbagan. Et après le Farbagan, Moulé m'a dit Istadrout, ça veut dire d'avoir un shidour. Istadrout Tova Bekarov, d'avoir un bon shidour bientôt. Moi, je ne voulais pas me marier parce que j'étais trop jeune, 18 ans. Je ne voulais pas avec les problèmes des parents et tout. Ma soeur qui n'était pas mariée. Plus tard, c'est Moulé qui s'était marié. Et Moulé il est revenu avec une lettre pour moi, que le rabbi avait fait pour moi, mais domicilié chez lui, au 51 du rue des Francs-Bourgeois, enfin chez sa mère. Dans la lettre, le rabbi a dit que pour toutes mes questions, que je demande à Rav Zistin. Et Moulé il revenait de chez Rabbi avec sa smicha. Donc j'ai compris que c'était avec Moulé que je devais demander, que je devais le suivre. Plus tard, j'ai été en Tafshilamed. J'étais chez Rabbi pour la première fois. Il y avait d'autres qui avaient été avant moi chez le Rabbi, l'année précédente. Moi, j'ai suivi, j'avais tellement entendu parler du Rabbi, je voulais tellement. C'était la première fois que je travaillais, donc j'avais un peu d'argent. Et donc, j'ai décidé de partir chez Rabbi, c'était la moitié de Soukot. Les gens du groupe étaient déjà partis depuis Rosh Hashanah, ou peut-être même avant. Et à l'époque, il y avait une façon économique de partir chez le Rabbi. Il y avait, devant l'hôtel moderne, qui maintenant c'est Holiday Inn, à Place de la République, il y avait une agence de voyage. Et on prenait un car qui partait de la Place de la République jusqu'à Luxembourg, jusqu'à la ville de Luxembourg.
Et de là, on prenait l'avion jusqu'à New York en faisant escale à Reykjavik, en Islande. C'était très long, mais bon, ça valait la peine. Et là, le grand avantage, c'est qu'il partait de la République. Moulet habitait 27 rue du Faubourg du Temple, à cette époque, il était marié. Et donc, je suis parti le voir la veille, on m'a préparé pour le voyage et tout. Et le jour même, Moulet est descendu lui-même, il m'a accompagné devant le car, jusqu'à ce que le car s'en aille. Il m'a fait des recommandations, c'était très émouvant, on s'est embrassé. Il me semble que Moulet pleurait. Et bon, je partais là-bas, je croyais que je partais à l'aventure, mais en vérité, Moulet avait tout organisé à l'avance. Il y avait Youssef Isaac Matuzov qui était encore au parcours, qui étudiait au 770. Il m'attendait devant le 770. Dès que je suis sorti de taxi, il était là. Il m'a pris ma valise, il m'a emmené chez une dame qui habitait sur Eastern Parkway. Et après, il m'a emmené, je suis arrivé le matin. Il m'a amené au 770 parce que la tuile de Sharit avait commencé. Il y avait le rabbi déjà qui priait. À l'époque, il n'y avait pas encore d'estrade. Le rabbi il priait au même niveau que nous. Il n'y avait pas trop de monde. Et c'était avant Shana Rabbah, un jour avant. Et donc, j'ai pu être proche du rabbi. Mais je ne savais pas où était le rabbi. J'ai demandé. On m'a dit là, devant. Parce qu'il y avait deux personnes qui étaient vraiment devant. Il y avait le Chazan et il y avait le rabbi. Mais le dos tourné avec leur talit, je ne voyais pas. C'est quand le rabbi s'est retourné que j'ai reconnu. Je ne sais pas si vous voulez le savoir, mais j'avais fait une fausse signature sur le passeport parce qu'à l'époque, on était mineur à 18 ans. Et bon, je suis parti. Mais quand même, juste avant de partir, je l'avais dit à mes parents que je partais chez le rabbi. Et je m'attendais à ce que mon père il pique une crise, quelque chose. Mon père m'a dit, écoute, demande bracha pour moi au rabbi. Et bon, quand je suis arrivé là-bas, j'étais très, très touché. Et à la fin de la tuile, le rabbi est passé près de moi, il m'a fait un signe de la main, quoi. Ça m'a réconforté. Après, j'étais chez Matuzov m'a emmené chez Zalman Lakoski, qui est une mashpia du 770. Mais Zalman Lakoski, c'est le grand frère de tous les Lakoski qui était à Brunois, lui-même était à Brunois avant. Et donc, il m'a hébergé pendant tout le temps de Sukkot. C'était Moulet qui avait organisé ça. Au Shana Rabbah, le lendemain que je suis arrivé, le rabbi distribuait du Leker, il a toujours distribué. Tous ceux qui n'ont pas reçu du Leker à Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, pardon. Et Moulet m'avait prévenu avant. Et il m'a dit, tu demanderas au rabbi du Leker pour le groupe. Et bon, je suis passé devant le rabbi distribuait du Leker devant la souka, de sa souka à lui. Faisait la queue. Quand c'est venu mon tour, le rabbi m'a donné un morceau de l'équerre sur ma main, à la droite, pardon. Et j'ai réussi à demander au rabbi, j'ai dit que je voulais prendre du l'équerre pour le groupe, depuis le mot que j'ai formulé. Et le rabbi m'a regardé et il m'a dit, mais le groupe a eu déjà. Et effectivement, parce qu'avant moi, on n'a pas su, à l'époque, il n'y avait pas les portables et tout. Il y avait Daniel Amram qui avait demandé la veille de Kippour, il a demandé au rabbi du l'équerre pour le groupe. Mais nous, on ne savait pas, même Moulet ne savait pas. Et là, quand le rabbi m'a demandé, alors j'ai dit oui, mais Ravazimov m'a demandé encore. Mais il ne m'a pas demandé encore, Moulet ne savait pas. Moulet m'a crié quand je lui ai dit ça, il m'a dit pourquoi tu as dit mon nom, pourquoi tu as dit ça? Je ne savais pas. Et alors le rabbi, il s'est retourné, il a pris une serviette en papier, il m'a mis sur ma main. Et il m'a mis 5 morceaux de l'équerre et il a refermé la serviette en papier dans ma main. Après, il y a eu la Yechidout. La Yechidout, on rentrait sur un papier son nom, donc ses parents, etc. C'est tout au secrétariat qui transmettait après au rabbi. Et nous, on écrivait nos questions sur une feuille. On nous a dit d'écrire très lisiblement. J'écrivais en script, hein, à l'époque, je sais toujours écrire en script très bien, de façon que ça soit très lisible. Et ce que j'ai fait, on a fait la queue, on a jeûné toute la journée, on a fait des tzilim, on s'est préparé. Et je suis rentré vers les 6h30 du matin. Enfin, il y avait tout un groupe de Français qui est rentré en même temps, à 6h30 du matin, l'un derrière l'autre.
Et j'étais très étonné, parce que quand je suis rentré, je croyais voir que le rabbi était là, il avait commencé les de bonne heure, dans la fin d'après-midi, et jusqu'à 6 heures du matin. Je croyais voir le rabbi fatigué et tout. Le rabbi n'était pas adossé sur son siège, pas du tout. C'était devant, pas du tout. Il avait des lunettes, apparemment des lunettes que le rabbi portait toujours en Yichidut. Il était assis, il ne m'a pas demandé de m'asseoir. Il nous avait prévenu qu'il ne fallait pas s'asseoir. Je lui ai donné ma lettre. Il a pris un crayon, il a regardé, il mettait son doigt sur ma lettre. On nous avait raconté qu'il fallait raconter notre vie en gros dans la lettre. Et donc, j'avais marqué mon âge. Il a bien mis son doigt sur mon âge. Et il m'a demandé quel âge avez-vous. C'est la première fois, vraiment, j'étais intimidé. J'avais peur que ma voix ne sorte pas. J'ai crié. J'ai dit 20 ans et demi. Le rabbi m'a regardé avec le doigt toujours sur l'âge, où j'avais marqué 20 ans et demi. Il m'a dit 23 ans et demi. J'ai dit non, 20 ans et demi. 23 ans et demi. Non, 20 ans et demi. Et après, le rabbi, il est passé à côté, avec son doigt, et j'ai marqué que j'avais une sœur qui avait 23 ans. Il m'a dit, quel âge a votre sœur? Alors, j'ai dit 23 ans. Il m'a dit 26 ans. J'ai dit non, 23 ans. 26 ans. J'ai dit. Et après, je vous expliquerai après la réponse que j'ai eue. Moi, j'ai dit ça, le frère du Moulet qui m'a expliqué. Il m'a dit ça, c'est l'âge que vous aurez pour votre mariage. Effectivement, je me suis marié exactement. On devait se marier Zayn et Loul. On s'est marié parce qu'il y avait un autre mariage avant. On a retardé. On s'est marié le 14 et Loul. C'est-à-dire que j'avais exactement 23 ans et demi, pile. Et en réalité, j'ai reçu une lettre pour mon mariage pour une semaine avant. C'est-à-dire que j'aurais dû avoir 23 ans et demi pile. Et on a reçu une deuxième lettre pour le deuxième mariage, j'allais dire, qui était 23 ans et demi et une semaine. Et ma sœur s'est mariée aussi à 26 ans. Pas le jour de la date de son anniversaire, mais très proche. Elle s'est mariée une Shabbat. Et le rabbi m'a posé des questions sur ma sœur. Pourquoi elle n'est pas mariée? Je ne sais pas. Il m'a demandé est-ce qu'elle avait des activités comme moi? Que j'avais marqué que je faisais beaucoup d'activités, Misaïm, etc. À l'époque, ça n'existait pas, Misaïm, mais bon, faire ça. Et alors, j'ai dit non, ma soeur n'était pas du tout religieuse. Alors, j'ai dit non. Et le rabbi lui-même, il a formulé les questions et les réponses lui-même. J'avais même pas le temps de répondre. Il m'a dit pourquoi elle n'est pas religieuse. Il m'a pas dit mon religieuse, je ne me rappelle plus exactement. Il m'a dit mais pourquoi? Est-ce qu'elle n'a pas eu des éducations pour cela? Ou peut-être qu'elle n'a pas eu un entourage pour cela? Ou peut-être même, et là le rabbi m'a fait un énorme sourire que moi-même j'ai ri. Le rabbi m'a dit c'est plus facile de ne pas être religieux, n'est-ce pas? À ce moment-là, Groner, il a ouvert la porte pour me dire qu'on est resté longtemps. Et plus tard, Groner m'a demandé qu'est-ce que le rabbi a dit, pourquoi vous avez ri ensemble. Alors, je lui ai dit. Et effectivement, c'était ça. Pourquoi ma soeur n'était pas religieuse? Parce que c'est plus facile. Moi, j'avais raconté sur ma lettre que j'avais des problèmes pour étudier tous les dimanches. Je suis à des cours au local. Je fais des cours de Gemara, mais que j'avais du mal à suivre la Gemara. Le rabbi m'a dit est-ce qu'il existe des Gemarot traduites en français? J'ai dit non. À l'époque, il n'y avait pas de Gemarot traduites en français. Par la suite, juste après, en réalité, quand je suis revenu à Paris, il y a eu des Gemarot traduites par le rabbinat, traduites en français, donc voilà un exemplaire. Et après, le rabbi m'a dit il doit sûrement exister des Mishnayot en français. Je dis oui. Le rabbinat venait juste de faire des Mishnayot traduites en français. Et il m'a dit, mais vous chercherez bien et vous trouverez sûrement de vieilles éditions de Gemarot traduites en français et cela vous permettra de mieux suivre vos cours. Et effectivement, plus tard, j'ai cherché des Gemarot en français
Il y avait Bloom qui avait accès à la bibliothèque Sainte-Geneviève, parce qu'il n'y avait que les étudiants qui avaient accès là-dedans. Et il a trouvé des vieilles éditions. Et plus tard, j'ai trouvé au haut de la Bruyère, il y avait une librairie juive, à l'époque, qui avait aussi des Gmarotes, des vieilles éditions de Gmarotes en français qu'on pouvait emprunter, mais pas acheter. Et plus tard, j'ai trouvé rue Hospitalière Saint-Gervais. Il y avait une librairie, ils ont gardé toujours le nom, maintenant ils vendent des chaussures de sport, mais sur le magasin, c'est marqué, c'est très drôle qu'ils ont gardé le nom, c'est marqué librairie judaïca. Et là, j'ai trouvé des Gmarotes, des vieilles Gmarotes, enfin, neuves, elles n'étaient jamais ouvertes, mais des vieilles éditions de Gmarotes traduites en français. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé pour suivre les cours. Des Gmarotes, juste, il n'y avait même pas toutes les pages, mais il y avait des notes avec comment dire, un peu des Tosfot condensés là-dedans. Ça permettait de mieux comprendre les Tosfot. Ça, c'est une chose. Le rabbi m'a demandé dans cette Yéchidout, qui était très longue, en vérité. J'avais demandé au rabbi si je devais mettre des rabbelotam. Et le rabbi m'a dit c'est une très bonne idée, mais vous devez les mettre que quand celles-ci vous appartiendront vraiment. J'ai demandé quel doit être mon comportement au travail. Je venais de travailler, hein. Je devais mettre la silence. Et j'ai demandé comment doit être mon comportement au travail. Est-ce que je pouvais parler de Torah avec les goyim et tout. Et le rabbi m'a dit, il m'a dit que je pouvais leur parler, mais à condition que ça ne soit pas en vue d'un argument. Je vais vous raconter après que j'ai demandé à Moulet. Juste après, il m'a répondu, il m'a expliqué. Et j'ai demandé au rabbi si je devais avoir la barbe, parce que j'avais un ami, Gilbert Roth, qui est nifter, que lui, il avait posé la même question avant moi, l'année d'avant. Le rabbi lui avait répondu que si c'est la mode à Paris, alors oui, c'était la mode à l'époque des beatniks avant les hippies. Et donc, il a poussé la barbe. Alors, j'ai demandé au rabbi aussi, comme j'avais des problèmes avec les parents, etc., qu'il fallait que je porte la barbe. Le rabbi m'a répondu, vous devez demander au sujet of the bird. Ça, le rabbi m'a dit le mot barbe en anglais. Il m'a dit au sujet of the bird, vous devez demander à vos chefs et à vos patrons. Ah oui, j'avais, juste avant de partir chez le rabbi, tout d'un coup, j'ai eu plein d'amis qui se mariaient avec, j'ai eu un cousin, c'est la première fois de la famille, qui s'est marié avec une Goya. Et j'ai eu plein d'amis, surtout au travail, qui s'étaient mariés avec des Goyim. Et j'ai demandé au rabbi qu'est-ce que je pouvais faire. Le rabbi m'a dit, pour le juif d'entre eux, vous devez leur faire une ou deux mitzvot faciles. Et après, le rabbi m'a dit qu'il fallait que je me marie. Il m'a dit durement. Non. Et bon, quand je suis arrivé, je vous ai dit on prenait par le sens inverse. On a pris l'avion avec Escala et Javik. On est arrivé à Luxembourg. De Luxembourg, on est arrivé à l'hôtel moderne. Et donc, je suis arrivé, c'était un mardi. Il y avait le cours des femmes chez Moulet. Je suis allé là-bas, directement du car, avec ma valise. Et Moulet m'a pris dans sa chambre. Et je vais raconter tout à Moulet. Alors, il m'a dit surtout, parce que je devais travailler le lendemain, j'ai parlé sur la barbe, qu'est-ce que je dois faire? Le rabbi m'a dit, demander au chef de patron. Alors, Moulet m'a dit, attends, réfléchir, peut-être que tu te fais pousser seulement le collier. Après, il m'a dit, laisse-toi pousser pour le Homer. Après, tu vas voir, parce que j'étais dans les matelas Simons. Le grand patron, c'était un Américain, il n'était pas toujours là. Hein. Un Américain, Simons. Et oui, c'est vrai que c'est là que j'ai compris que pourquoi le rabbi m'a dit en anglais, parce que le patron était américain. Et vos chefs et vos patrons, parce que j'avais des chefs et j'avais des patrons qui étaient là. Et donc, il fallait que je demande la permission. Alors, Mouli m'a dit, déjà pour tes patrons, laisse-toi pousser
pour le Homer, et comme ça tu verras la réaction du patron, c'est une façon de demander. Et quand je suis arrivé au travail, j'ai raconté à ma chef qu'en réalité je suis parti en Amérique, que j'ai vu un rabbin, un très très grand rabbin, et que lui m'a demandé de vous demander à vous si je pouvais me laisser pousser la barbe. Elle m'a regardé, elle m'a dit, écoutez, parce qu'à l'époque, je travaillais dans l'informatique, j'étais dans les débuts de l'informatique. Et l'informatique, c'était ce qu'on appelait le juge des patrons. C'est-à-dire qu'il y avait plein de patrons d'autres sociétés qui venaient voir comment fonctionne notre informatique. Et donc, il fallait toujours être bien habillé, avec une cravate, tout le temps. D'ailleurs, quand je suis venu la seconde année chez Rabbi, qui avait moulé, qui était chez Rabbi, parce que la première année, moi j'étais, moulé n'était pas chez Rabbi. La seconde année, j'ai enlevé ma cravate avant la tefila du Rabbi. On m'a dit, où est ta cravate? Je dis, je fais comme tous les Bachorim, j'enlève ma cravate. On m'a dit, regarde, le Rabbi, il a une cravate. Chaque fois qu'il fait Shemona Esrei, il rajuste sa cravate. Si tu étais devant un roi, tu n'aurais pas porté de cravate? J'ai dit oui. Au travail, comment tu fais? Tu portes une cravate. À plus forte raison, devant le Rabbi, tu dois porter une cravate. Revenons à l'année d'avant. Et donc, c'était la barbe à l'époque, c'était mal vu. C'était très mal vu, il fallait toujours être bien habillé. Et donc, j'ai demandé à ma chef si je devais, que le Rabbi m'a dit de porter, si elle me laissait porter la barbe. Et elle m'a dit tout de suite, écoutez, si vous me demandez de vous laisser pousser la barbe, je vous dis tout de suite non. Maintenant, si le Rabbi vous a dit de demander à moi, alors vous pouvez la porter. Et donc, j'ai attendu l'horaire. Et effectivement, le patron, il m'a vu avec une barbe, un début de barbe. Et il a tapé du poing, il a tapé sur l'ordinateur. Il dit, c'est quoi ça? Bon, j'ai écouté, c'est une période de deuil chez les Juifs et on s'est poussé la barbe. Et il m'a dit, il n'est pas question de cesser de pousser la barbe. Et il était vraiment très en colère. Il a continué son chemin. Après, il est revenu. Il m'a fait un grand sourire et il m'a dit, comment allez-vous? Alors, oui, quand j'ai demandé au Rabbi comment que je devais me comporter avec les goïms, le Rabbi m'a dit que je ne dois pas leur répondre en vue d'un argument, mais que je devais parler, que je devais me conduire Bedorke Noam ou Besimcha. Moi, à l'époque, je connaissais pas grand-chose. Besimcha, pour moi, ça veut dire qu'il fallait rigoler tout le temps. Il fallait faire des blagues. Et quand le patron m'a demandé comment allez-vous, alors je lui ai dit au poil. Alors, il a rigolé. Il m'a dit, vous pouvez vous laisser pousser la barbe. Et donc, à partir de là, j'ai laissé pousser la barbe. Et quand j'ai demandé à Moulay qu'est-ce que ça veut dire en vue d'un argument, Moulay m'a dit, tu peux toujours discuter avec les goïms, leur enseigner la Torah et tout, gentiment, tranquillement. Mais s'ils te posent des questions pour te contredire, juste pour te contredire, alors c'est pas la peine de leur répondre. Et j'ai demandé c'est quoi que le Rabbi m'a dit de faire une mitzvah facile avec les Juifs qui sont mariés avec les goïms. Le Rabbi m'a dit, le Moulay m'a dit, il faut leur faire des méthodes faciles, c'est-à-dire tu leur donnes un bonbon, tu leur dis de faire la bracha, des choses comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et je peux vous assurer que tous les gens qui étaient mariés de goïms, en tout cas que j'ai pensé à eux dans la Yechidut, ils ont tous divorcé. Ils sont mariés avec des Juifs chez mon cousin, que tout le monde connaît, mon cousin Harry Chayer. Il a divorcé de sa Goya, marié avec une Juive. Bon, c'est vrai qu'il a divorcé après, mais bon, il est marié avec une Juive. Et j'ai eu un Juif qui était marié avec une Goya qui travaillait dans les matelas. Je l'ai revu à Soukot, à Flandre, dans un souka. Il m'a dit que maintenant il était marié avec une Juive. Il m'a dit, tu sais, la fille, il y avait une fille là-bas, Dominique, elle habitait rue Tanger, à côté de Flandre.
C'est une fille qui avait du mal, c'est une Marocaine qui avait du mal à se marier, c'est elle qui m'a raconté. Et elle est partie en Israël pour se marier avec un juif. Et elle était à Bethléem. Et à Bethléem, elle a rencontré un Français, Jean-Marie. Et elle s'est mariée avec lui. Et ben, il m'a dit ce que cet ami, il m'a dit, c'est Dominique, elle aussi, elle a divorcé. Et il y avait beaucoup de gens comme ça que j'ai pensé, ils ont tous divorcé. C'est ces gens-là que j'avais donné un bonbon, que j'ai demandé de faire une bracha. Donc, le rabbi Moulé, ils ont vu juste. Enfin, le rabbi m'a dit, c'est comme cela que vous réussirez. Je crois qu'on peut faire une pause musicale sur cette écriture-là. Pour le travail, j'avais demandé au rabbi que je voulais changer de maison, parce qu'à l'époque, j'étais opérateur alors que j'avais une formation de programmeur. Et c'était comme ça que tout le monde faisait avant. On changeait de maison, parce que comme ça, on avait appris, on avait une certaine pratique. Et quand on changeait de maison, on était augmenté, puisqu'on avait déjà eu une pratique. Et après, on changeait régulièrement. Des fois, on restait 3 mois, 6 mois dans une maison. Et comme ça, on pouvait s'enrichir facilement et monter de grade. Et j'ai demandé au rabbi si que je voulais changer de maison. Et le rabbi m'a dit, je ne comprends pas pourquoi vous voulez changer de maison, puisque vous n'avez aucun problème pour Shabbat et pour les fêtes. J'avais des problèmes, mais bon, on s'en est tiré. Mais le rabbi m'a rajouté, mais il faudra prendre une formation d'un ou deux autres langages, 1, 2 ou 3 soirs par semaine. Oui, ben, il faut de rester dans cette maison à condition que ça soit, je ne me rappelle plus le mot que le rabbi a employé, mais à condition qu'il y ait de l'évolution. Et j'ai eu du mal à trouver des formations parce qu'à chaque fois il y avait un problème, soit ça tombait Shabbat, soit ça tombait Pessah, soit c'était vendredi soir. Et finalement, j'ai trouvé une maison où j'ai pu faire avoir une formation avec un professeur juif. Le directeur, c'était un goy, tout le monde était goy. Mais le professeur, s'est tombé sur un juif religieux, Spiro. Il ne portait pas la kippa au travail, mais bon, il était très, très religieux. Et donc, j'ai pu manquer comme je pouvais, par exemple, pour Rime, on quittait plus tôt, des choses comme ça, pour écouter un Megillah. Et j'ai eu effectivement, en général, c'était 3 soirs par semaine, et des fois, c'était 2 fois par semaine, parfois, c'était un seul soir par semaine. Et j'ai appris un langage. Après, j'étais dans une autre maison où j'ai appris un deuxième langage de programmation. Et au bout de 7 ans de travail chez Daimler Simons, il y a eu un licenciement économique. Ils ont fermé une usine, toute l'usine de Saint-Amand. Ils ont fermé. Il y a eu un nouveau directeur, nouveau patron chez Simons, un patron français, qui s'appelait Cohen, un juif. Et moi, j'ai su avant tout le monde qu'on allait avoir un licenciement économique. Pourquoi? Parce que les techniciens, ceux qui faisaient la maintenance des ordinateurs, c'était aussi les mêmes techniciens qu'à l'école Hort. Et donc, eux, ils ont répété à des élèves de l'école Hort que la maison Simons allait faire aller licencier toute une usine et beaucoup de personnel. Et les gens qui ont su que je travaillais chez Simons me l'ont répété. Bon, finalement, aujourd'hui, j'étais convoqué comme chacun du personnel chez le directeur, M. Cohen. Il m'a expliqué la situation financière de Simons. Il m'a dit qu'ils étaient obligés de licencier tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a changé de directeur, que lui, il a pris ce poste-là, pour essayer de mieux gérer. Il m'a dit, je ne sais pas comment ça va se passer l'avenir. Moi, j'ai comme mission de rétablir la finance chez Simons. Je peux vous donner d'autres emplois dans la comptabilité. Voilà, le mot du rabbi, c'est en vue d'une plus haute promotion. Alors, je peux vous mettre dans la comptabilité, autre chose, si vous avez un poste que vous préférez et tout. Alors, j'ai dit à M. Cohen, est-ce que j'aurai une plus haute promotion? Il me dit, une plus haute promotion? Je ne peux pas vous promettre. C'est pas possible. Alors, j'ai dit non. Je vais avoir mon licenciement.
Il m'a dit d'accord. C'est là qu'il m'a payé, il m'a payé pour avoir une formation à l'extérieur. Et j'ai eu du licenciement économique, c'est-à-dire 90% pendant une année. Et en fait, pour moi, c'était 100% parce que j'avais pas les charges. Donc, j'ai pu faire pas mal de choses, travailler au local et tout, gratuitement parce que j'étais payé. On les faisait distribuer la semaine dans toutes les boucheries. À l'époque, il y avait pas mal de boucheries cachères ou épiceries dans Paris. Et j'allais à pied, parce que ça valait pas le coup de prendre le métro pour aller d'un magasin à l'autre. Alors, je distribuais la semaine. Et un jour, j'ai dit à Moulay, voilà, ça fait plus de 6 mois que je travaille pas. Il faut quand même que ça va se terminer dans 6 mois. Mon chômage, il faudra quand même que je commence à chercher. Bon, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais qui c'est qui va distribuer la semaine? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il y a Benatar qui est le frère de Benatar de l'actualité juive. Il a une petite voiture, sans permis de conduire. Et lui, de toute façon, il fait les boucheries pour distribuer l'actualité juive. Il a distribué la semaine en même temps. Bon, il n'y a pas de problème. Et je suis resté quand même pas mal de temps sans travailler. J'avais du mal à travailler parce qu'il y avait Shabbat, j'avais la kippa et tout. Moulay, un jour, il est venu chez moi à la maison. Ce qu'on avait déménagé, je voulais lui montrer à Moulay où c'est qu'on met les mezuzot. C'était pas du tout évident. Et on dit rue Saint-Maur. Et Moulay, après, il m'a demandé comment ça va, comment va le travail et tout. Alors, je dis que j'étais en chômage économique. Il m'a dit, mais tu cherches? Je dis, oui, tous les jours, je fais des journaux et tout. C'est dur, là. Il m'a dit, mais comment tu te présentes en kippa? Alors, j'ai dit oui. Il m'a dit, mais pourquoi? Tu peux très bien porter la perruque. Il y a beaucoup de gens au groupe qui portent la perruque. J'ai dit, écoute, moi, je ne pourrais pas aller en perruque. J'ai déjà été dans une école Goy. Après Yamneh, j'étais dans une école technique. Et à cause de parents qui ont fait pression et tout, les rabbinim à Rabat, le Rav Rothenberg, entre autres, il m'avait permis que sous un toit, je pouvais enlever la kippa. Et donc, j'étais à l'école sans kippa et j'avais mon chapeau et c'était très difficile. D'abord parce que je pouvais faire aucune bracha, je pouvais pas aller au Beth Akissi sans chapeau, je pouvais rien faire et je me sentais pas fort. Je me sentais pas fort. Avec une kippa, je m'affirme comme juif et juif religieux et c'est beaucoup mieux pour moi, je me sens mieux. Alors, mon m'a crié, il m'a dit, mais t'es en charge, t'as une famille et tout, pourquoi tu fais pas? Je dis, je peux pas, je peux pas arrêter sans kippa comme ça. Et Moulin a insisté, il m'a crié, vraiment crié fort pour que j'enlève ma kippa. Au moment où j'allais céder, Moulin m'a dit, ah mais t'as raison, 100% raison. T'as entendu le shidur que le rabbi l'a fait dans la semaine? J'avais entendu, le rabbi l'avait parlé dans la semaine. Le rabbi avait fait un shidur où il parlait, je veux dire qu'il avait fait une blague, il a raconté que Raphaël Shimshon Hirsch, il était une fois reçu en Yichidout chez le rabbi précédent. Et quand il est rentré en Yichidout chez le rabbi précédent, il a enlevé son chapeau. Le rabbi précédent lui a dit, pourquoi vous enlevez votre chapeau? Il dit, si déjà, par politesse, j'enlève devant quelqu'un, une personnalité non juive, j'enlève mon chapeau, à plus forte raison devant vous. Et le rabbi, il a souri quand il a raconté cette histoire-là. Alors Moulay m'a dit, c'est exactement ça. Il a dit, qui c'est qui fait la parnassa? C'est pas le patron, c'est Dieu. Enlever la kippa, ça sert à rien. C'est pas ça qui fait que tu auras le meilleur parnassa. Et effectivement, après j'ai trouvé une maison qui m'a employé, qui a fait faillite. J'ai eu 3 ou 4 chômages économiques. Et une maison qui m'a employé. Et bon, ça a été. Mais après, j'étais là où je travaille jusqu'à maintenant, l'administration. Moi, je me suis dit, je suis sûr que là, il n'y a pas de licenciement économique. Je commençais à en avoir marre de chercher. Et ils cherchaient en réalité à un très haut niveau. Il fallait avoir le bac
et puis d'autres, plein d'expériences et tout. J'ai écrit à tout hasard, dans le Figaro, j'ai écrit à tout hasard, si jamais ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Et j'ai reçu une réponse positive. J'avais vu Mollet juste à ce moment-là, et j'étais embêté parce que j'avais menti, j'avais dit que j'avais le bac. Il m'a dit, va là-bas, tu dis que tu as le bac. Je dis, mais ils vont me demander le bac. Tu verras, tu dis que tu as le bac, et même plus que ça, j'avais très peur de mentir, mais je me suis présenté au service du personnel là-bas. Et ils m'ont accepté parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre de compétent. Et donc, je serais payé moins cher que ce qu'ils avaient voulu. Mais, présentez. Ils m'ont demandé si j'avais le bac. Ah, j'ai dit oui, bien sûr, vous l'avez. Ah, je l'ai oublié chez moi. Bon, c'est pas grave, demain, vous irez me l'apporter. D'accord. Et le lendemain, je devais me présenter déjà le lendemain. Je me suis présenté directement à ma chef qui m'a employé dans l'informatique et je n'ai pas présenté mon bac. Et comme ça, j'étais accepté. Je travaillais pendant plus de 40 ans dans ce ministère-là. Voilà, en gros, pour ma première ridoute. Dans ma deuxième ridoute, oui, toujours le rabbi me demandait si je parlais yiddish. Toujours, je disais non. Enfin, la première fois, j'ai dit non. La deuxième fois, il m'a dit, parlez-vous à Bissala yiddish? Alors, j'ai dit très peu. Alors, il m'a dit, en hébreu, ou l'hébreu. Alors, j'ai dit très peu. Alors, il m'a dit, pardon, il m'a dit, vous savez que cela s'apprend en 6 mois dans un ulpan? Je n'ai pas répondu. Il m'a demandé, est-ce que vous avez déjà été en Israël? J'ai dit non. Le rabbi ne m'a pas rien dit dessus. Il m'a parlé après sur ma sœur. Et je me rappelle plus ce que j'avais écrit dans ma lettre. Mais j'ai dû certainement parler de Shido, comme le rabbi m'a souvent demandé que je cherche un Shido. Oui, c'est ça, j'ai demandé au rabbi que j'avais des problèmes avec Maran, que ma soeur n'était pas encore mariée. Alors le rabbi il m'a dit que je devrais attendre que ma soeur se marie. Mais il m'a dit, vous pouvez toujours chercher en attendant. Et que je devais toujours en parler à ma mère, à votre mère. Avant de dire ça, il m'a dit que pour le Shidour, c'est une très bonne idée. Mais ce n'est qu'une idée. Il faut la mettre en pratique. Il m'a dit très durement, très sévèrement. Après, le rabbi m'a dit, est-ce que vous avez des amis à Strasbourg? Alors j'ai dit oui. J'avais un ami à Colmar, comme je vous l'ai dit, qui est du star par la suite. Alors, je pensais que c'est de ça que le rabbi parlait. Et le rabbi m'a dit, ou peut-être à Colmar. Alors j'ai dit oui, c'est sûr. Je ne sais pas comment le rabbi a su, mais j'avais mon meilleur ami qui était à Colmar. Alors, Rabbi m'a dit à Strasbourg et à Colmar. J'ai dit oui. Sa maman n'était pas encore à Strasbourg à ce moment-là. Et après, le Rabbi m'a dit, et peut-être aussi à Lyon. Je connaissais personne à Lyon. Mais comme on m'avait dit qu'il ne faut jamais dire non au Rabbi, moi j'ai fait un signe de tête que oui. Et par la suite, j'ai su que Daniel Armand s'était installé à Lyon. Le Rabbi m'a dit d'en parler avec eux, qu'ils ont peut-être des propositions à me faire. Moi, il m'a dit après que pour la Torah, pour l'étude de la Torah, on va avoir un crise de Torah que j'en parle à Rav Nissan Emanov, le ministre de Torah. Il m'a dit pour faire ça, que je fasse une asifa avec un meeting avec Rav Azimov ou quelques autres aussi. Et que le bon Dieu il voudra le succès pour la réussite. Et à la fin de la rideau, le rabbi m'a dit vous resterez à Paris. Moi, j'ai tout raconté après à Mollet. Ça me causait beaucoup de problèmes. D'abord, quand Mollet m'a dit qu'il faut chercher un chidour, je ne me laissais pas pressé. Elle dit mais le rabbi t'a dit,
il t'a dit de te marier. J'ai dit, écoute, Moulé, quand le rabbi il dit qu'il termine tous ses fabriens en disant que la Moshe il va venir Bokarov Mamash, Mamash, moi il m'a dit seulement Bokarov, ça veut dire que j'ai encore le temps. On va traiter de Vestagen. Bon. Et il m'a dit que bon, il faut, le rabbi t'a dit de chercher en attendant. Il faut toujours chercher. Et seulement il y avait toute une question de savoir qu'est-ce que le rabbi a voulu dire par Strasbourg, Colmar, quelque part par là. Est-ce qu'il fallait que j'aille dans ces villes-là pour chercher un chidour? Ou est-ce qu'il fallait prendre une fille de ces endroits-là, un chidour de ces endroits-là, à Paris? Ou peut-être que ça voulait dire que Ashkenaz, parce que c'est des filles essentiellement Ashkenaz. Et bon, j'ai demandé à plusieurs personnes. On ne savait pas. Jusqu'alors, Moulé, il a écrit plusieurs fois au rabbi. Je n'ai pas eu de réponse. Jusqu'au jour où j'ai reçu une réponse, c'était pour mon anniversaire aussi, Zainadar. Et là, c'est la célèbre lettre qui a été publiée un peu partout. On a trouvé le manuscrit de la lettre du rabbi qui m'écrit. Le rabbi me dit, pour un CDR de Torah, il faut demander à Rav Nissan Emanov qui vous fixe un temps d'étude. En ce qui concerne le Shidur, le Tiasout, comme les conseils de Alididim Yerchamaim, des personnes qui ont la crainte de Dieu. Balatar sur place. Et troisièmement, pour le travail, pour la voda de Ufarasa, comme son habitude, Keragil, jusqu'à maintenant, avec le conseil de Rav Shmuel Azimov, et Hachem le fera, par la troisième personne, le fera réussir. Sur ma première Yechidut, j'avais dit raconter au Rabbi que je donnais des cours à Agnières, je donnais des cours à Agnières et à Montrouge. Et j'ai dit au Rabbi, j'étais Barour à l'époque, j'ai dit que j'avais des difficultés parce que je ne savais pas si c'était bien. Il y avait des garçons et des filles à ce cours-là. Les filles paraissaient plus intéressées que les garçons. C'était gênant. Et alors le Rabbi il dit, ce n'est pas une avéra d'enseigner la chassidoute aux filles, parce que les filles aussi doivent apprendre la chassidoute. Seulement, il serait mieux, comme vous le proposez, qu'une fille enseigne aux filles et un garçon au garçon, parce qu'une fille serait moins intimidée quand elle parlera aux filles, et les garçons, comme ils sont plus vieux, il vaut mieux que ce soit un garçon. Mais dans les cas où vous ne pourrez pas, ou que ça soit difficile, alors, vous pouvez les renseigner. Je ne me rappelle plus exactement, je crois que le rabbi m'a dit de mettre une table, mais en tout cas, le rabbi m'a montré avec les mains. Il m'a dit les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Mais je ne me rappelle plus exactement les mots, mais le rabbi m'a dit mais la première proposition sera mieux, c'est-à-dire que les garçons enseignent aux garçons et les filles aux filles. Ben, c'est ce qu'on a fait, quoi. Ça, c'est sur la première clé. Et maintenant, sur c'est tel que le rabbi m'a dit, je suis parti voir Rav Nissan Emanov. C'est la première question que le rabbi m'a dit pour le Sidar Limoud et la Tfila, de voir Rav Nissan Emanov. Comme je ne connais pas Yiddish, et même l'hébreu, c'est difficile pour moi. J'ai demandé à Yosef Israël Matuzov, qui est à Toulouse, je viens à Toulouse, de me servir d'interprète. Il était pas court à l'époque, il apprenait à Brunois. Et je lui ai raconté. Donc on est parti dans la maison de Rav Nissan, qui était très impressionnant. Il m'a fait rentrer dans la salle à manger. Et là, il y avait la femme de Rav Nissan Emanov. Elle était en train d'étudier. Elle étudiait à Maïmar, je ne me rappelle plus lequel, mais c'est à Maïmar, elle s'est fait à Maïmar, Maïmarim de Haskalah. Et dès qu'elle nous a vu rentrer dans la pièce, elle a fermé son sefer, c'est comme ça que j'ai pu voir. Elle s'est levée et elle est partie dans la cuisine, sans un mot. Et bon, nous, on s'est assis nous trois, Rav Nissan, Yosef Israël Matuzov et moi, on s'est assis et j'ai recoupé. Et Matuzov a raconté que le rabbi m'avait demandé de demander à Rav Nissan un seder de Limoud et de Tfila. Quand j'ai parlé de la prière Chidut, que j'avais du mal à suivre la Gemara, le rabbi m'a dit de lire des livres en français. Et là, Rav Nissan tout de suite, il m'a dit, vous savez qu'il y a des livres en français, Conversation avec les jeunes, c'est aussi Limoud à Torah. La même façon
que dans le Limud Torah, il y a des halachot, il y a des lois très précises qu'on n'a pas le droit de s'interrompre dans tel et tel cas, etc., qu'il faut toujours continuer. La même chose, ça s'applique aussi sur conversation avec les jeunes. Et surtout, si vous les lisez avant de dormir, c'est une bonne chose. Il m'a demandé après combien de temps j'avais de disponible pour étudier. À l'époque, je faisais rien, j'étais parcours. J'avais pris un studio avec Giberot dans le quartier, dans le 18e. Et je quittais l'école et après le travail, pardon. Je quittais très, très tôt, vers les 5h30, 6h maximum. Donc j'avais beaucoup de temps de libre. Alors j'ai dit à Rav Nissan que j'avais 6 heures de libre. Surtout que je traînais tous les soirs. Je traînais, on se couchait à des heures impossibles. Baclanais, comme on dit. Et donc j'ai dit 6 heures à Rav Nissan. Et Rav Nissan m'a dit 6 heures 6 heures. J'ai dit bon, au moins 5 heures. 5 heures. Ah, j'ai dit 4 heures, 3 heures. Alors Rav Nissan il m'a dit tous les jours 1 heure par semaine, pas par jour. Et le jeudi, vous consacrez le jeudi à faire des choses qui sont personnelles, des choses pour vous-même, faire de la correspondance, faire les courses, des choses comme ça. Et après, Rav Nissan, il m'a dit, il a dit à Matuzov qu'il me traduise, il m'a dit, et là j'étais très gêné, il m'a dit quel âge avez-vous? Je lui ai dit 18 ans et demi. 18 ans. Et il m'a dit, pardon, il m'a dit, vous faites quelque chose pour le Shidour? Alors j'étais gêné, Matuzov, il ne connaissait pas tous mes problèmes, lui c'était un barreau. Je lui ai raconté en vitesse ce que le rabbi m'a dit. Il l'a traduit à Rav Nissan. Et Rav Nissan a dit, effectivement, Strasbourg, Colmar, Lyon, ce sont des gens que ce sont en général des villes où il y a plus d'Ashkenaz que de Sfarad. Donc, ce serait bien. Mais ça ne veut pas dire que le rabbi vous a dit de chercher dans ces villes-là, vous pouvez aussi chercher à Paris. Et il m'a dit, mais il faut chercher. Il m'a dit, le Shidour, ce n'est pas quelque chose qui est Nafal Minashamaïm, qui tombe du ciel. C'est à vous de faire le Kéli, et à ce moment-là, hein, Dieu il aidera. Bon, c'était un dimanche matin que j'avais vu Rav Nissan. Dimanche après-midi, je suis parti au cours local. J'ai vu Moulé. Je lui ai raconté. Moulé m'a dit que son père, il ramassait de l'argent. Il allait et il dirigeait des gens qui ramassaient de l'argent pour Benoît, pour Yeshiva, rebellé. Et il m'a dit, il y a quelqu'un qui va régulièrement ramasser de l'argent dans la France, c'est Reb Sander. Reb Sander n'est plus là, malheureusement. Et il m'a dit, c'est un bon juif qui lui ramasse de l'argent et il a connaissance des gens. Les gens, ils se confient à lui. Les gens ils disent, voilà, je suis à Lyon et j'ai une fille à marier, il n'y a pas de juif là-bas. Est-ce que vous avez quelqu'un pour ça? Et lui, il rapporte tout à Abilel, à Ranissan, il raconte ces choses-là. J'ai une très bonne idée. Il m'a dit, Moulé m'a dit, je vais en parler à mon père. Et après, Moulé m'a dit, pas de chance parce que Reb Sander, il est parti en Israël pour marier sa fille. Bon, il faut attendre qu'il revienne et on lui vendra. Dans la semaine, je crois que c'était un mercredi, j'étais au local en train de bâclaner, comme d'habitude, et la porte du bureau de Moulé a été ouverte. Moulé, il a reçu un coup de téléphone. J'étais une commère à l'époque, j'écoutais tout. Et j'entends la voix de Moulé qui dit une fille de Strasbourg à Paris. Attendez, je crois que j'ai quelqu'un. Et Moulé, il rentre dans la salle, au rez-de-chaussée du local, il me voit et il reprend le téléphone, il fait j'ai quelqu'un, je vous rappellerai plus tard. Et Moulé m'a dit voilà, il y a un chido pour toi,
C'est chez Goodwirt. Goodwirt, c'était un grand donateur à cuir qui habitait rue La Bruyère, je crois. Oui. Rue La Bruyère, c'est juste à côté du local. Et il m'a dit, il a un chidor pour toi. Est-ce que c'est d'accord? D'accord. Bon, et après, il m'a dit, voilà, tu as rendez-vous dimanche, mais voilà, je vais t'expliquer comment ça se passait. Lui, il a un gendre c'est un Sainte-Mère. Et même la fille, elle veut quelqu'un qui soit un tamis de Chacham, quelqu'un qui connaisse bien la Torah. Et qui connaît un tamis de Chacham. Alors, il faudra que tu leur dises qu'il va t'interroger. Et tu vas leur dire que tu connais bien le chasse, tu connais bien la Gemara. Moi, je connais rien. Mais tu étais au cours, non, tous les jours, tous les dimanches. J'étais au cours, je faisais de la présence, mais je ne connais pas. Qu'est-ce présence? Tu connais? Je dis non. Qu'est-ce que tu apprends là maintenant? Alors, j'étais avec le Gemara, on apprend. Bon, voilà, tu leur dis ça. Qu'est-ce que tu as fait l'année dernière? T'as demandé. Ouais, tu leur dis, tu as appris Babatia, Gitin, Shabbat et tout. Tu leur dis que tu connais tout ça. Je dis, mais ils vont savoir. Il m'a dit, et en plus, il m'a dit, je vais t'expliquer comment ça se passait. La fille, elle va se trouver dans l'appartement, cachée dans une pièce. Et toi, ils vont te mettre dans une pièce que personne ne te verra. Et ils vont t'interroger. Et il m'a dit que le sapeur, il va m'interroger, le genre. Il m'a dit, s'il est intelligent, comme ça c'est le mot de boulet, s'il est intelligent, alors après, il te montrera la fille aussi. Bon, moi, je me faisais pas décision, je vais faire ça, ça va venir. Je suis parti dimanche avec ma valise, prêt à aller au local. Et je savais que ça n'allait pas marcher. Bon, il m'a reçu. Et j'étais dans une pièce, on fermait les rideaux, le volet, toute une pièce sombre, un peu de lumière, juste. Et le Sainte-Mère, il parlait pas un mot de français. Il parlait hybride. Il dit, bon, il m'a demandé si je parlais. Il dit, non, un peu, oui, je me débrouille. Alors, il m'a demandé quelle marque je faisais. Je lui ai dit. Alors, il m'a interrogé. Il a posé une question. Je peux vous assurer que j'ai rien compris de la question. C'est en yiddish. J'ai rien compris du tout. J'ai entendu le seul mot que j'ai compris, c'est le mot Israël. J'ai rien compris du tout. Alors, il m'a dit, alors, je me suis rappelé qu'une fois, il m'a montré à Brunoy, il y avait Rav Bonk qui est parti visiter Brunoy. Il faisait des cures à Brunoy et il est parti visiter la yeshiva. Et Rav Bonk, il a visité toutes les classes de la yeshiva. Et il a interrogé les enfants. Et je me rappelle qu'il était dans une classe où il y avait le fils de Chaim Tashkanter, Yosef Israq. À l'époque, c'était un petit gosse. Et il a répondu. Il a dit, lui, il devait savoir. Mais il a répondu. C'est simple. Tosfot, il répond sur la question. Pas shoot. Il y a Ramon qui a dit que les gosses, ils connaissent bien la Torah. Ils connaissent bien la Gemara. Lui, il devait connaître la question. Moi, je ne la connaissais pas. Mais j'ai répondu de la même façon. J'ai dit, tiens, pas shoot. Tosfot, il répond sur la question. Alors, le Sainte-Mère, il a réfléchi. Il a hésité. Il très bien. Il est sorti, il a appelé M. Goodyear, son beau-père. Et il a montré des pouces comme quoi je suis quelqu'un de bien. Après, il m'a montré la fille, qui est devenue ma femme par la suite. Avant ça, il y avait comme une fois, Moulay m'a téléphoné, c'était pas aussi pour ma femme. Il m'a téléphoné au travail. Il m'a dit, j'ai une fille pour toi. Elle est de passage à Paris. Elle n'était pas de passage en Paris, elle enseignait au Rassi. Qui est une fille de Strasbourg, qui est vraie. Et voilà, elle voudra te rencontrer tel jour. Moi, je voulais. C'est dommage parce que justement, Gilbert Roth, il m'a fait un chidour ce jour-là, avec une fille de Strasbourg. Il habitait Colmar, mais c'était une fille de Strasbourg. Et je lui dis oui, quoi. Qu'est-ce que je fais?
Alors, bon, il m'a dit, le rabbi t'a dit de demander à Yedidi Mirat Shamayim, à des gens qui ont la crainte de Dieu. Alors, j'ai dit, mais je te demande à toi. Alors, bon, il m'a dit, non. Moi, je ne fais pas partie des Yedidi Mirat Shamayim. Pourquoi? Parce que je suis Noga Badaver. Cette fille-là, je la connais, ou je la connaîtrai plus tard. Elle est à Paris. Et donc, je la vois et je sais qui c'est. Que c'est celle de Colmar. Non seulement je la connais pas, non seulement je l'ai pas vue, mais peut-être que je la verrai jamais. Il m'a dit, demande à des gens idiots. Je suis à qui je peux demander. Il m'a dit, demande à Daniel Sandler. Daniel Sandler, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête. Et j'avais appris avec lui quand j'étais à Saint-Isidore. Et alors je lui ai téléphoné et je vais raconter. Alors Daniel Sandler m'a dit, je me suis marié très tard. Lui avait fait Sciences Po, il a fait des études. Il s'est marié très tard. Il m'a dit, jamais on m'a proposé un chinois, jamais. Une fois, Ravlou de Londres, il m'a proposé un chinois avec sa femme, qui était une Hollandaise. Il m'a proposé un chinois. Et donc, j'ai accepté. Et quand j'ai été à Londres, alors on m'a proposé un chinois. Les gens, ils ne savaient pas pourquoi j'étais venu. Et ils m'ont proposé un chinois. Je me suis dit, c'est drôle. Jamais on m'a proposé le chinois. Et maintenant que je vais pour un rendez-vous pour un chinois, alors on me propose un autre chinois. Il m'a dit, ça, c'est Yetzara. Il m'a dit, une batte Israël, fais attention. Elle s'est préparée pour le chinois. Il ne faut pas la décevoir, pas la faire pleurer, c'est très grave. Il m'a dit, je sais qu'il y a des gens qui font 2 chidours en même temps en Amérique, ça se fait et tout, mais c'est pas bien. Il faut aller voir une fille. Ça marche avec elle? Très bien. Ça marche pas? Tiens, va l'autre. Ah, c'est trop tard, tu ne peux plus la voir. Tant pis. Comme ça, Dieu, il a décidé. Mais tu as eu rendez-vous, il faut y aller. Et donc, j'ai pas pu voir ma femme. D'ailleurs, elle a eu aussi un rendez-vous avec un rabbin ce jour-là où moi j'avais rendez-vous à Colmar. Des deux côtés, ça n'a pas marché. Et plus tard, il y a eu ce coup de téléphone-là que je viens de vous raconter. Et on s'est marié très, très rapidement après. Et ben bon, ma femme, elle a su après que j'étais pas du tout à Tamir Arben, au contraire, mais bon, on s'entend quand même bien. C'était la deuxième question. La troisième question, c'est sur le travail du Faratza. On m'avait dit Keragil. À l'époque, je faisais Misaïm, je faisais tous les dimanches matins, je faisais du porte-à-porte, je faisais 1 ou 2 jours dans la semaine, je faisais du porte-à-porte aussi. Et le rabbi m'a dit de demander conseil à Rav Azimov. Et Shmuel Azimov. Il paraît que c'est très rare que le rabbi dise Shmuel. Et alors je lui ai demandé, il m'a dit, moi je tiens que faire ça, c'est faire de l'argent. J'étais étonné. Il m'a dit, là tu vas aller à Strasbourg. Non, mon père il va te donner une liste, celle de Rav Sander. Parce qu'en ce moment, Rav Sander, il commence à être vieux, il a du mal. Non. Si tu peux le remplacer maintenant, tu vas là-bas et tu ramasses l'argent. Bon, j'allais à Strasbourg, j'ai dit, bon, je vais faire mon possible, moi je ne suis pas doué pour l'argent. Ouais, pas grave. Bon, Rabbi Hillel, le père de Moulay, il m'a donné une liste. J'avais des noms, des adresses. J'ai qui allé, chez qui Rav Sander est là-bas. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Quand j'allais là-bas, des fois, c'était des salles d'attente, il y avait plusieurs restaurants qui étaient avant moi. Et quand les gens ils m'ont vu, je disais que je voulais remplacer Rav Sander. Les gens ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il a, Rav Sander? Il est malade? Qu'est-ce qu'il a? Et en réalité, je suis par la suite que Rav Sander était vraiment d'une gentillesse. Les gens l'aimaient beaucoup. Les gens, ils avaient pitié de lui parce qu'il venait avec un vélo. Même quand il prenait le train, il avait son vélo dans le train et après il venait en vélo à Strasbourg. Même quand il neigeait, il avait son vélo, petit vieux sur un vélo. Les gens ils étaient assez émus. Et Rav Sander, toujours quand il allait chez les gens,
Il leur disait je ne prends pas d'argent gratuitement pour la yeshiva, mais je vais vous raconter une histoire. Et en échange de cette histoire, si vous pouvez me payer. Et c'est comme ça qu'il faisait. Et il discutait avec les gens et tout. Les gens, là, ils m'aimaient beaucoup. Comme ça, j'ai pu, effectivement... Bon, d'ailleurs, je peux vous raconter une petite histoire. Parce que samedi soir, une fois, mon ami Gilbert, il m'a emmené chez... Je ne me rappelle plus son nom. Chez l'ancien Shochad de Colmar. Robinski, je crois. Robinski, qui s'appelait. Il m'a emmené chez l'ancien Shochad de Colmar, qui habitait à l'extérieur de Colmar, dans banlieue industrielle de Colmar. C'est une banlieue de Colmar. C'est assez loin quand même. On tient en voiture là-bas. Et un vieux juif, un bon juif, avec une barbe et tout, une femme bien couverte, des vieux. Et dans la salle à manger, sur le mur, il y avait une photo du Sainte-Mère, Rabbi, et de l'autre côté, une photo du Rabbi. Il m'a dit, je vais vous raconter une histoire. Il m'a dit une fois, j'étais chez Rav Liberov, toujours il me racontait des histoires. Cette fois-ci, je lui ai dit à Rav Liberov, écoutez, d'habitude c'est vous qui me racontez une histoire de Rabbi, cette fois-ci j'ai une histoire de Rabbi, je vais vous la raconter. Il m'a dit, il y avait une fois un chassid, que lui, sa fille était malade, elle devait se faire opérer. Et lui, bien sûr, avant de se faire opérer, il a écrit au Rabbi. Il a reçu une réponse où le Rabbi lui dit en yiddish, c'est le contraire, c'est effort, un four. C'est le contraire. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, contraire. Rav Liberov, il est parti à l'hôpital. Et il a dit au médecin, il ne faut pas l'opérer. C'est le contraire. C'est l'inverse. Les médecins, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. C'est l'inverse. Ils ne voulaient pas se faire opérer. Ça, ils n'ont pas compris. Et bon, ils ont quand même, comme il n'a pas signé pour l'opération, alors ils ont regardé les radios. Ils ont vu en réalité, ils ont fait une inversion de radio. C'est une radio d'une autre malade. Et qu'effectivement, sa fille n'avait pas besoin d'être opérée. Je crois qu'elle avait la même maladie, mais elle ne devait pas se faire opérer. Il dit, c'est la meilleure lecture Rabbi. Quand il a dit ça à Robinski et à Liberov, il était debout et il a tourné le dos. Ok, Rabbi. Et Robinski a dit, mais c'est une histoire vraie. Je sais parce que c'est quelqu'un qui me l'a raconté, c'est un chassid qui me l'a raconté. Et j'ai confiance en lui, c'est une histoire vraie. Et Liberov s'est retourné vers lui, avec les larmes dans les yeux. Il a dit, je vous crois, parce que c'est ma fille. Voilà, je voudrais terminer ce macabre comme ça.